Delaporte, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc député socialiste du Calvados. Ma première question, elle est ancrée dans l'actualité, en tout cas l'actualité de la gauche. Votre candidate à Matignon, Lucie Castet, la candidate du Nouveau Front Populaire, vient d'envoyer une lettre à tous les groupes parlementaires, sénateurs d'ailleurs et députés, sauf le Rassemblement national, qui est une sorte de bras tendu, on a l'impression, pour éventuellement gouverner ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers cette lettre et qu'est-ce qui change par rapport à tout ce qui a été dit depuis ces dernières semaines? Écoutez, il n'y a pas grand-chose qui change. Si on prend l'interview de Lucie Castet la semaine dernière dans Sud-Ouest et ce qu'elle dit dans la lettre avec et co-signée par les différents présidents de groupe, Boris Vallaud, mon président, mais Mathilde Panot aussi de la France Insoumise ou encore Patrick Kanner pour les socialistes du Sénat, qu'est-ce que nous disons? Une chose simple. Il y a d'un côté une méthode, celle que nous proposons pour le gouvernement de la France, celle que nous proposons dans les relations entre le gouvernement et le Parlement, par exemple un partage de l'ordre du jour pour choisir ensemble les textes que nous allons examiner au Parlement, une méthode qui pourrait désigner par exemple des responsables de l'opposition comme les rapporteurs du texte à l'Assemblée nationale, donc tout ça pour renouer le lien entre le gouvernement et le Parlement, pour prendre acte aussi du fait que personne n'a de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et en quoi vous prenez acte de cela? Eh bien, c'est en proposant cette méthode de gouvernement et de relation entre le gouvernement et le Parlement. Et puis, sur le fond, elle annonce les grands axes qui pourront faire l'objet de consensus au sein de l'Assemblée nationale. Et donc, c'est aussi une manière d'avancer un programme de travail commun qui pourra nous rassembler. Alors, d'abord, comme vous le disiez vous-même, rien de nouveau sous le soleil. Ça a déjà été dit et développé lors de précédentes interviews. Mais ça, à la limite, la constance est une qualité en politique. Mais là où vous êtes aussi constant, et Julie Castet, c'est sur ce que vous venez de dire, le programme, où il y a des lignes rouges qui sont identiques. Je veux parler notamment, pas que, mais notamment de l'abrogation de la réforme des retraites et puis de l'augmentation des impôts pour les plus riches et pour certaines entreprises. Comment voulez-vous faire, vous parlez de consensus, comment voulez-vous faire des compromis avec les macronistes ou la droite? Eh bien, en fait, ce que propose Lucie Castet, c'est une base, c'est un socle, c'est quelque chose que nous mettons en discussion au Parlement. Et nous croyons, et nous en sommes persuadés, qu'il y a à l'Assemblée nationale une majorité pour abroger la réforme des retraites. Vous savez, le Rassemblement national. Le gouvernement l'a fait passer avec un 49-3. Le gouvernement l'a fait passer contre l'avis majoritaire des Françaises et des Français. Et donc, nous en avons fait évidemment un enjeu de campagne. Et les Françaises et les Français ont sanctionné Emmanuel Macron. Ils l'ont sanctionné non seulement parce qu'il incarnait peut-être une forme d'arrogance ou de certitude en politique, mais aussi parce que ces politiques étaient injustes. Et le totem de ces politiques injustes, c'est évidemment la réforme des retraites. Et donc, nous mettrons en débat son abrogation. Si nous perdons, nous perdrons. Mais est-ce que vous utiliserez que nous le mettrons dans le débat. Le 49.3, vous avez dit que vous ne l'utiliseriez pas. Non, mais là, justement, pour la réforme des retraites, on ne le fera pas par 49.3, ça se fera autrement, et ça se fera surtout dans le dialogue. Parce que ce que dit cette lettre, c'est que la méthode de gouvernement que nous proposons pour la France, c'est l'inverse de ce qui a été fait depuis 2 ans, c'est-à-dire le dialogue à la fois au Parlement, mais aussi avec la société civile, avec les syndicats. Et donc, si nous suspendons un temps la réforme des retraites dans son application pour éviter que les générations les plus concernées, c'est-à-dire celles qui devraient prendre leur retraite demain, ne puissent pas le faire, eh bien nous la suspendrons, mais nous négocierons une autre réforme des retraites. C'est cela aussi notre objectif. Même si cette abrogation de la réforme des retraites doit passer avec le Rassemblement national, vous accepterez les voix du Rassemblement national. Il y a peu de chance à vos yeux pour que la Macronie et les LR la votent. Je vais vous dire, quand on regarde la configuration actuelle de l'Assemblée nationale, personne n'a de majorité. Donc, quels que soient ceux qui gouverneront demain, ils auront à subir le vote des députés du Rassemblement national. Nous avons un principe clair. Nous ne négocions pas avec le Rassemblement national. Donc il y a de fortes chances pour que l'abrogation ne soit pas votée. Ce courrier n'a pas été envoyé aux députés du Rassemblement national. Et donc ça vous montre aussi ce que nous appelons, nous, le Front républicain, ce qui nous a permis d'être élus, c'est-à-dire une capacité à négocier entre des acteurs qui peuvent avoir des points de vue divergents, mais qui savent s'entendre sur l'essentiel. Par exemple, la question du pouvoir d'achat, la question de la revalorisation des salaires. Si vous avez des députés macronistes qui disent qu'on gagne aujourd'hui assez de son travail en France, qu'ils viennent le dire et qu'ils votent contre les textes que nous portons. Vous parlez justement du Front républicain. Emmanuel Macron l'invoque également, mais pour justement appeler, lui, à une sorte d'union nationale hors LFI, hors Rassemblement national, comme base du futur gouvernement, donc une sorte de gouvernement avec la gauche, une partie de la gauche en tout cas, les macronistes et les LR. Est-ce que, sur la base d'ailleurs, à l'image des JO, où on a vu Emmanuel Macron, Valérie Pécresse et Anne Hidalgo plus que collaborer,
élaboré. Est-ce que vous estimez que c'est une bonne façon d'imaginer la nouvelle façon de gouverner et la future première ministre? Déjà, vous dire que Emmanuel Macron évoque la parenthèse enchantée des Jeux Olympiques, et c'est vrai que ça a été un moment de concorde retrouvée, de fraternité, de sororité aussi. Et donc, c'était un moment d'espoir qui nous a fait penser à autre chose. Mais la réalité nous rattrape. La réalité, c'est celle d'un pays fracturé. Et moi, je ne veux pas que le président de la République contribue à entretenir encore plus les divisions qu'il ne l'a fait par le passé, et aussi à entretenir les faux clivages. Oui, mais l'union nationale, comme il le fait là, c'est déjà l'union amnésique. Parce qu'il oublie qu'il a été élu, lui et ses 150 députés, il y a quelques semaines, grâce à un front républicain qui n'avait pas d'oukase sur qui que ce soit, hormis le Rassemblement national. Moi, je suis dans le Calvados, député de Caen. Mais à côté de moi, il y a Vire. Vire, c'est Elisabeth Borne. Elisabeth Borne, elle a dû sa réélection grâce au désistement d'un d'un candidat insoumis, et elle l'a remercié chaleureusement. Donc je voudrais que hier, on a su faire la différence entre les insoumis et le Rassemblement national, en considérant que le danger pour la République, c'était le Rassemblement national. Eh bien, si les macronistes pouvaient le dire il y a un mois et demi, il faudrait qu'ils puissent le dire aujourd'hui et être capables de faire la différence entre ce que l'on appelle le camp républicain et le Rassemblement national. Et je finirai en disant une chose, c'est que moi, quand j'entends M. Laurent Wauquiez, je dois vous dire que je ne suis pas d'accord sur la quasi-totalité de ce qu'il dit, et parfois je suis même outré. Et pourtant, je considère qu'il appartient au camp républicain. Et donc arrêtons les oukases et les exclusives et construisons vraiment ensemble. Je le demande au président de la République. Contre le LFI, c'est ça que vous voulez dire. Juste une question tout de même sur la gauche, qui est quand même passablement divisée. Est-ce que vous estimez, malgré ce que vous dites sur LFI, tout de même que LFI est une chance pour la gauche ou un boulet? Je cite François Ruffin qui parlait plutôt de Jean-Luc Mélenchon, lui. Quelle est votre position à ce sujet? Écoutez, moi je viens de vous dire que j'étais pour la concorde. Donc je ne suis pas là en train de jeter des anathèmes sur les uns et les autres. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, nous défendons, et je défends avec les socialistes, le programme du nouveau Front populaire qui nous a portés aujourd'hui en situation de responsabilité avec 193 députés, avec la nécessité demain d'être appelés au gouvernement avec Lucie Castet que nous proposons, et nous devrons gouverner les uns avec les autres. Et donc, je le dis à tout le monde, arrêtons les insultes, arrêtons les discours outranciers, arrêtons tout ce qui a pu contribuer aussi à nous éloigner de l'essentiel, c'est-à-dire les sujets de fond qui préoccupent les Français, les déserts médicaux, la question aujourd'hui de la revalorisation des salaires, la défense du service public avec la défense de l'hôpital public et de l'école. Bref, ça c'est des sujets qui m'intéressent, et arrêtons de nous diviser. Et justement, si Lucie Castet n'était pas appelée à Matignon, que vous étiez donc dans l'opposition, on va dire, s'il y avait des projets de loi ou des propositions de loi sur les thèmes que vous venez d'invoquer, est-ce que le Parti socialiste, peut-être le NFP, mais en tout cas le PS, pourrait les voter, même donc avec un Premier ministre qui ne serait pas issu de ses troupes ou de son camp? Vous dire déjà que je ne vois pas quelle autre possibilité est envisageable, puisque aujourd'hui, il n'y a pas de majorité alternative à celle que nous représentons, à moins qu'il y ait un accord de gouvernement entre les Républicains et La République En Marche, ou enfin Renaissance. C'est pas impossible. Ce qui devrait, en tout cas, être assumé par le futur gouvernement. Mais moi, aujourd'hui, je vous dis, si cela arrive, nous en prendrons acte, et évidemment que nous aurons toujours la même attitude que celle que nous avons eue depuis 2 ans, c'est-à-dire être une opposition ferme, constructive, et quand des sujets d'intérêt national sont portés, évidemment, les voter. Moi, j'ai été l'auteur... Vous pourriez voter le budget? Vous savez, j'ai été l'auteur de la première loi transpartisane au Parlement, avec la loi influenceur. Ouais. J'étais avec un député macroniste et nous avons travaillé de concert parce qu'il en allait de l'intérêt collectif. Donc quand l'intérêt collectif est en jeu et quand la loi est positive, évidemment que nous la voterons, et nous préférons toujours ramener des victoires pour les Françaises et les Français plutôt qu'être dans une opposition stérile. Et je dois vous dire que c'est le cas de toute la gauche. Quand il y a eu des lois positives, nous les avons votées souvent à l'unanimité. Donc nous participerons à cela, mais surtout, je vous le dis, nous nous battrons encore dans les semaines à venir, tant que le président de la République n'aura pas fait son choix, pour aller à Matignon. À Matignon, on l'a bien compris. Une dernière question, très rapidement, s'il vous plaît, Arthur Delaporte. Il y a une rentrée très dispersée de la gauche à la rentrée, justement, et il y a notamment Raphaël Glucksmann qui prépare sa propre rentrée en octobre. Une réunion à laquelle pourraient participer des membres du Parti socialiste, dont peut-être Anne Hidalgo. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une chance ou au contraire un danger
qui menace l'unité du PS, même pas de la gauche, du PS. Moi, je pense que la gauche est riche de sa pluralité. Et moi, je suis fier d'avoir fait la campagne des européennes aux côtés de Raphaël Glucksmann, qui est finalement le porteur aussi de valeurs que je qualifierais de socialistes. Et donc, demain, Raphaël Glucksmann veut renforcer son mouvement, place publique, très bien. Mais moi, je serai à la rentrée du Parti socialiste. J'irai dans la rentrée d'autres partis de gauche qui m'ont invité dans les semaines qui viennent. Si Raphaël Glucksmann m'invite en octobre, j'irai avec grand plaisir discuter avec lui et ses parlementaires et ses militants, parce que je considère que le dialogue, c'est ce qui nous renforce, et la pluralité de la gauche, c'est ce qui permet aussi que chacune et chacun se soit représenté, se sente représenté. Donc Raphaël Glucksmann, oui, c'est quelqu'un qui a un rôle à jouer, mais moi je reste persuadé, et d'ailleurs il y a un député Place Publique, Aurélien Rousseau, dans notre groupe socialiste à l'Assemblée nationale, que nous serons demain plus forts ensemble, parce que nous serons unis. Et donc moi j'appelle à une gauche plurielle, mais unie. Unie, y compris avec la France insoumise, mais on l'aura compris. La gauche est riche de toutes ses nuances, même si nous pouvons avoir des désaccords que nous assumons. Arthur Delaporte, merci beaucoup et bonne rentrée dans le Calvados. Merci.